Je m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Salut Tim, salut Carl. Salut, merci hello. de venir au podcast pour mieux vivre les menstruations, même si vous n'êtes pas des personnes qui sont menstruées et qui le seront à un moment donné dans votre vie. Puis je voulais vous inviter parce que j'ai vraiment été touchée par votre implication pour l'équité menstruelle. Puis je trouvais ça beau, surtout particulièrement pour des personnes qui ne sont pas menstruées. Alors, je vais vous laisser commencer par vous présenter, dire qui vous êtes, de quelle organisation vous êtes. Yeah. Tout, oui. Ouais, ben, je peux commencer par te remercier là, de nous avoir invités. Là. C'était cool comme idée. Là, on était vraiment contents là, quand tu nous as approchés pour ça. Puis, nous, en fait, nous, on est de Caravelle. On est une entreprise, une boutique en ligne de produits du quotidien, fait que des produits écologiques qu'on utilise un peu tous les jours. Fait qu'on essaie de promouvoir un mode de vie plus responsable, mais aussi plus facile à naviguer en termes de tous les produits qui sont disponibles en ce moment sur le marché. Fait que nous, on essaie de rendre la vie plus facile au monde qui magasine des produits qu'on utilise tous les jours. Fait que c'est comme des produits du quotidien, comme des produits de beauté ou de soins personnels ou des trucs comme ça, puis justement des produits menstruels qu'on a disponibles sur la boutique. Fait que ça ressemble un peu à ça. Tu peux décrire notre mission un peu plus, là, mais... Oui, non, ça décrit assez bien le contexte de qu'est-ce qu'on fait. On essaye en parallèle d'associer à une entreprise qui est engagée, qui est militante socialement. Fait que je pense que ça rentre aussi à ce dont on va parler aujourd'hui. Oui. Puis, qu'est-ce qui vous a touché particulièrement vers l'équité menstruelle? Parce que là, vous êtes de conscience écologique, les produits plus sains aussi pour le corps. Et là, le côté équité menstruelle, est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu? Une situation? Je pense que c'est très circonstanciel. Oui, mais ça fait comme on est une entreprise qu'on travaille avec nos valeurs en tête beaucoup. Fait que c'est comme si on pousse l'entreprise avec nos valeurs. Puis je pense que c'était circonstanciel dans le sens qu'on avait comme pas vraiment pris le temps d'y réfléchir beaucoup sur la précarité menstruelle. Puis aussi, globalement, la vente de produits menstruels, on savait que selon nous, moralement, on est de l'opinion que ça devrait être des produits qui devraient être accessibles à tous gratuitement. Mm-hmm. Puis on trouvait ça un peu weird d'introduire des produits menstruels sur notre site web dans le contexte de cette pensée-là. Fait que c'est pour ça qu'on avait comme toujours un petit frein par rapport à ça. T'sais, c'est quand même nouveau. Là, ça fait comme... Faut payer. Oui, mais c'est ça. C'est notre philosophie de ça. C'est comme, on croit en l'équité menstruelle, puis on croit que ça devrait être quelque chose qui n'a pas d'impact financier sur quelqu'un qui a besoin de ces produits-là. Donc, après ça, de les vendre sur notre plateforme, ça nous faisait un petit frein. D'en profiter, oui. Puis aussi, on n'est pas des personnes qui menstruent, donc on se sentait un peu comme pas nécessairement à notre place dans cette conversation-là. Oui, c'est ça. On avait vous connaissez sûrement des gens qui sont. Oui. C'est ça. Puis je pense que c'était plus comme une genre de passivité morale, si on veut. Là. On se disait, bon, ben, on n'a pas trop à y penser. Si on n'est pas trop confronté, on n'a pas vraiment besoin d'y penser, on n'a pas besoin de prendre la décision. Puis c'est juste une rencontre impromptue avec une entreprise qui fabrique des produits menstruels non réutilisables dans ce cas-ci, là, mais qui ils nous ont approchés, on a parlé un peu, puis on était comme, mais tu sais, pour vrai, pourquoi qu'on fait pas ça? Pourquoi qu'on vend pas des produits? Fait que là, on s'est dit, bon, on va faire ça, mais en même temps, comment qu'on va le faire? Comme c'est quoi notre approche? Qu'est-ce qui va nous apporter comme qui va être aligné avec nos valeurs, comme selon qu'est-ce qu'on vient de dire, dans le fond? Puis c'est pour ça qu'on a décidé, on a pris la décision de vendre les produits sur la plateforme, mais en remettant l'entièreté des profits bruts qu'on fait à un organisme qui, dans ce cas-ci, travaille pour combattre la... Oui, c'est ça. On peut le mentionner. Oui, non, c'est ça. On voulait en parler, mais c'est ça. Fait qu'on redonne l'entièreté des profits bruts à Monthly Dignity, la dignité mensuelle. Ouais. Puis comme notre distinction, en fait, aussi, c'est pas juste une question de profit net. On fait une distinction entre les deux, là, parce que le profit net, c'est vraiment les profits qu'on fait une fois qu'on a comme payé toutes nos dépenses, c'est qu'est-ce qui nous reste à la fin. On a attribué quand même une importance. L'idée, en fait, ce qui nous rendait plus inconfortable dans cette situation-là, c'était de profiter de la vente de ces produits-là. Puis même si, quand on parle de profitabilité, on parle des profits nets. Fait qu'on parle de ce qui est comme une fois qu'est-ce que les propriétaires empochent une fois que toutes les dépenses ont été payées. Puis selon nous, ça, c'est des profits nets, ça représente quand
pas tout à fait très bien qu'est-ce qui est profitable pour nous en tant que propriétaires, parce que oui, il y a les profits nets que nous, on met dans nos poches, mais on a aussi les profits qu'on prend quand on accroît l'entreprise, comme que c'est comme je veux pas toutes ces dépenses-là, ils servent à grossir l'entreprise, ils servent à augmenter la valeur de l'entreprise. Donc, même si on ne profite pas directement, on en profite quand même. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, ben, profit brut, ça inclut tout ce que nous, on ne paye pas quand on achète le produit d'un fournisseur. Fait que le fournisseur nous donne un prix, on paye ça, puis après on l'utilise pour payer. Puis tout ce qui reste, dans le fond, on le redonne, à l'exception, là, c'est notre petit astérix au final, là, mais à l'exception des frais de transport. Fait que on inclut les frais de transport là-dedans, on repaye avec, on l'inclut comme un peu dans le profit, dans les coûts bruts, si on veut, là, du produit, juste parce que sinon, ça serait comme vraiment un gros... Mais là, déjà que de toute façon, tu sais, oui, tu dis ça vient accroître la valeur de l'entreprise et tout, là. Oui, tu sais, je pense que vous pouvez très humblement dire que vous êtes en mission sociale pour l'équité menstruelle, là, puis que vous agissez en ce sens, là. Fait que c'est très noble. Merci de le faire, là, si on peut encourager d'autres personnes. Merci. Mais il y a aussi une certaine limite à la viabilité de l'entreprise. Là, à un moment donné, si tu payes trop, puis tu pourras juste plus créer le système. Donc, pour que le système marche à long terme, ben, il faut quand même... C'est ça. De notre côté, avec Caravelle, on a un peu le privilège juste qu'on est une entreprise écologique, on vend d'autres produits. T'sais, on peut faire notre argent ailleurs. Fait que nous, on a la chance de pouvoir faire ce projet-là avec les produits menstruels. C'est pas toutes les entreprises qui peuvent faire ça non plus, puis on le reconnaît. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi l'aspect de militance, puis d'aller faire du changement social pour que ce soit au niveau public, plus accessible aussi. Bien, puis merci. Puis en étant des pionniers dans ce sens-là, ben vous êtes un peu une référence, un modèle. Donc, tu sais, si ça peut inciter, si ça peut inciter d'autres entreprises à s'impliquer pour l'équité menstruelle, mais tant mieux, là, tu sais, votre mission s'élargira au-delà de votre propre entreprise, là. Puis là, dans le fond, OK, fait que c'était un peu circonstanciel. Donc, c'est quelqu'un qui vous a approché, puis là, vous avez fait ah, ben oui, parfait, bonne idée. Et là, en fait, là, vous offrez pas juste des produits jetables. Oui, c'est ça. Vous offrez aussi des produits menstruels réutilisables. Et qu'est-ce qui motive un entrepreneur à offrir aussi des produits menstruels réutilisables? Parce qu'à la base, on pourrait croire que c'est pas tellement profitable. Si la personne a une coupe ou un disque menstruel qu'elle aime, ben après ça, elle va plus en racheter pour 10 ans. Là. Donc, bravo à vous encore pour ça. Qu'est-ce qui vous motive, en fait, à offrir des produits menstruels réutilisables? Bien, tu sais, je peux... Ben, c'est pas... je pense qu'il y a deux volets là, à ça. Là. Il y a comme... Oui, au niveau... comme il y a notre volet personnel au niveau moral ou même des valeurs de l'entreprise où est-ce que si on veut offrir le meilleur produit possible, puis entre autres, on pense que les produits réutilisables aident à disons, réduire les problèmes, pas les problèmes, mais plutôt les difficultés qui peuvent être associées avec la menstruation en général. Réutilisables, on dépense beaucoup moins à acheter des produits menstruels non réutilisables. Fait que déjà là, c'est un avantage pour le consommateur d'avoir ces produits-là dans le contexte où est-ce que ça peut sauver de l'argent. Ça simplifie à ce niveau-là. Fait que déjà là, moralement, je pense que c'est comme le but, c'est d'offrir le meilleur produit, pas nécessairement juste de faire de l'argent. Fait que comme nous, notre but, c'est de trouver le ballon entre les deux. Puis tu sais, veux pas, au final, c'est comme, même si c'est pas des produits qui sont comme récurrent, ça veut pas dire que la personne qui achète sur notre plateforme va pas aimer ce qu'on fait puis va pas aller comme découvrir le restant des trucs qu'on a. Fait que c'est sûr qu'il y a un avantage malgré tout pour nous de faire ça, même réutilisable. Au final, on n'est pas... fait qu'il y a l'aspect comme financier, je pense qu'il peut faire du sens aussi, mais c'est surtout comme moral que ça nous pousse. Bien, si, mettons, un autre entrepreneur qui était vraiment plus axé sur les valeurs financières versus en mission sociale, là, ça peut quand même être bénéfique financièrement si la clientèle sent que, ben, OK, non, il y a un réel engagement. Ben, au long terme, vous le voyez d'une façon holistique. Donc, oui, c'est ça. C'est pas le but de faire de l'argent là tout de suite. Non, c'est ça, mais tu crées une relation avec la clientèle. Ouais, il va rester. J'ajouterais pour une question de transparence, on n'est jamais parfait là, chez Caravelle quand même. On vend des produits aussi qui sont pas réutilisables. Mais souvent, notre perspective par rapport à ça, c'est qu'on essaie d'emmener le plus de monde possible mais c'est correct, notre plateforme pour ensuite souvent transitionner vers des produits qui sont plus écologiques. Parce que ça nous arrive très, très souvent qu'on va vendre des produits, on va choisir l'option la plus écologique dès le départ. Puis il y a des gens qui nous approchent qui nous disent « Hey, là-dessus, telle version, disons, qui est en bouteille ou justement qui est non réutilisable. »
Puis au fil du temps, on s'est dit, pourquoi pas inclure plus de produits sur notre plateforme pour attirer ces gens-là. Puis au bout de la ligne, peut-être les pousser vers les options qui sont plus... oui, exact. C'est ça, c'est une introduction difficile un peu à faire. Fait que si on est capable de faire partie de cette introduction à ce changement vers quelque chose de plus... Et aussi, là, tu dis, on a fourni pas parfait, on a aussi des produits menstruels jetables, mais c'est bien correct. Là. Moi, je suis pro-choix, puis tout le monde qui veut utiliser... Puis des fois aussi, il y a un mix, là, qui veut tout le temps utiliser un produit menstruel réutilisable, mais aime bien en avoir des jetables au bureau ou même à la maison. Si elle a des invités, elle ne veut pas nécessairement lui donner un produit menstruel réutilisable, mais veut offrir une option de gestion de menstruation. Fait que c'est bien correct. Ça trouve pas mal. Non. Je pense que c'est important, par contre, de clarifier la logique derrière, parce qu'on réfléchit quand même beaucoup à ces choses-là, là, malgré tout, dans le but d'être comme logique. Puis ça nous arrêtait souvent là, d'être comme non, il faut vraiment être le plus parfait possible, en termes de. Surtout pour l'environnement. Là, fait que c'est comme là, on se déluce là-dessus. Fait que je pense que malgré ça, c'est important de comprendre, de bien expliquer quand même notre. L'approche derrière. Notre lâcher prise un peu là-dessus. Là, Puis là, dans le fond, avec votre implication pour l'équité menstruelle, est-ce que vous avez aussi vu des situations de précarité menstruelle, soit autour de vous ou à travers les personnes que vous avez aidées? Bien, on travaille directement notre implication. J'aurais tendance à dire non, parce qu'on n'est pas nécessairement involved directement auprès de Dignité mensuelle, par exemple. Mais je pense que avant ça, il y a eu quand même quelques... C'est ça, je pense que c'est important aussi pour nous de reconnaître qu'on est... On veut porter la voix d'autres personnes aussi. Là, notre but, c'est pas, on n'est pas expert là-dedans, on n'est pas comme... on s'est informé, on est impacté par ça indirectement, par notre entourage, par plein de choses, mais au final, on n'est pas des personnes qui savent, qui connaissent la solution nécessairement. Puis c'est pour ça qu'on... Tant mieux, là, s'il y avait seulement des personnes expertes en menstruation qui s'impliquaient là-dedans, il y en aurait pas assez. Non, mais c'est ça. Notre but, c'est pas non plus, après ça, de pas agir en fonction de ça, mais c'est surtout que de reconnaître que c'est comme nous, on encourage, mettons, justement, du monde comme le monde qui travaille avec, qui sont en fait dignité mensuelle. Là, eux, ils connaissent plus les enjeux, ils sont mieux formés pour répondre aux problèmes. Ils sont plus en contact avec des personnes. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que pour nous, c'était comme de notre côté, c'est quand même très transactionnel. Là, veux pas, là, c'est un don qu'on fait à tous les mois là, qui est remis à eux. Fait que c'est comme on n'est pas vraiment, on n'est pas exposé nécessairement à ça. C'est sûr qu'ils ont l'impression qu'on pourrait s'impliquer plus, mais globalement. Déjà, ce que vous faites, c'est très bien. Là. Non. Il n'y a pas de petits dons. Là. Puis, mais au niveau de comme notre exposition à ça, comme au niveau personnel, mettons, moi, c'est la première fois là, que j'ai comme pris conscience pour vrai de l'enjeu. C'est parce que, veux pas, c'est quelque chose qui nous affecte pas vraiment. On menstrue pas, fait que c'est pas quelque chose qu'on a besoin de s'inquiéter au niveau quotidien, au niveau personnel. Fait que moi, c'était comme à l'université, j'avais un cours d'entrepreneuriat social, puis dans le cadre de ce cours-là, en fait, on est allé en passant l'entrevue des organismes qui faisaient qui travaillaient pour une cause spécifique. Puis dans ce cas-ci, nous, c'était l'eau. Puis c'était l'accès à l'eau potable. Puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, nous, c'était avec... en fait, on a approché l'organisme, on a passé en entrevue la présidente ou je suis plus certain, en tout cas, une des dirigeantes de WaterAid Canada. Puis un des gros projets sur lequel ils travaillaient à ce moment-là, puis je pense qu'ils travaillent encore là-dessus, mais c'était l'accessibilité à l'eau potable, mais en fait, l'impact que l'eau potable a sur les jeunes femmes à cause de la menstruation, si on veut. Parce que surtout en Afrique, si tu n'as pas accès à l'eau potable, en fait, n'importe où, au final, c'est pas un problème unique à l'Afrique, là, mais eux, ils travaillent principalement en Afrique. Puis si tu n'as pas accès à l'eau potable, mais tu n'as pas accès à ça rend ta vie pas mal plus difficile, mettons, si tu es une personne qui menstrue. Pour le nettoyage. Oui, au niveau sanitaire, puis c'est même un problème même au niveau de la santé. Fait que ce que ça fait, c'est qu'une fois par mois, pendant une semaine de temps, ces filles-là qui doivent comme genre le monde, en fait, pour aller à l'école, ils vont souvent aller à de grandes distances là, pour se rendre à leur école. Fait que c'est comme dans ce contexte-là, ces personnes-là, ils décidaient plutôt de juste pas aller à l'école. Fait que c'est comme un problème qui impactait
comme l'égalité des genres, parce que là, les personnes qui menstruent vont moins souvent à l'école, ou même souvent, ils droppaient l'école à cause de ça. Fait que ça, c'était comme un problème quand même spécifique. Là. C'est pas une généralisation, là, mais dans ce cas-ci, ils s'attaquaient à cet enjeu-là spécifiquement. Là. Puis c'est ça. Fait que dans ce contexte-là, moi, j'étais comme, OK, ouais, genre, dans ma tête, moi, la précarité menstruelle, c'est quelque chose qui est comme, c'est pas mal juste financier. Veux pas, c'était comme, c'est comme un manque d'accès par l'argent, mais au final, ça va beaucoup. C'est là que j'ai compris un peu comme que ça va vraiment au-delà de juste l'argent. C'est au niveau comme justement de l'éducation, l'infrastructure d'où est-ce que t'es. Fait que c'est comme toutes ces choses-là qui. Avant, j'étais conscient que je savais qu'il y avait sûrement des enjeux en lien avec ça. Je savais mais j'étais pas comme. Puis ça m'a vraiment comme plus éveillé là-dessus, si on veut, là, de genre, OK, ouais, c'est quand même très complexe comme problème. C'est pas quelque chose qui peut être réglé juste de même. C'est pas juste un truc ouais, tu mets de l'argent dedans, puis on verra. C'est sûr que ça prend du monde qui connaît ça, et ça prend du monde qui s'implique au niveau comme au-delà de juste fournir ces produits-là. Là. Fait que, ouais. Ouais, moi, de mon côté, j'avais la tête vraiment plus dans le sable pendant un bon bout par rapport à ça. Là. J'ai pas eu l'introduction super bonne comme ça par rapport à... Moi aussi, by the way, même si les personnes qui menstruent, c'est qu'on dirait qu'en Amérique du Nord, on est moins en contact avec ce genre de situation-là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est très privilégiés, là, mais... Il y avait un peu de conversation en 2015-2016 par rapport à la taxe rose. Pendant ce temps-là, je pense autour des mêmes années qu'on a enlevé justement la taxe sur les produits menstruels. Moi, c'est un petit peu là que j'ai comme été introduit au sujet. Mais avant ça, c'était complètement un angle mort, tu sais. Autant, surtout au secondaire, cégep. Je pense que les biais aussi, les biais de genre faisaient que entre gars, ça n'en parle pas. Non, pas du tout, là. C'est ça. Ouais. Puis, puis on parle, en Amérique du Nord, on est très privilégiés, mais quand même, la précarité menstruelle en Amérique du Nord touche quand même au Canada au moins une personne sur 5. Sinon plus, dépendamment de comment tu le regardes, parce qu'il y en a qui vont vivre la précarité menstruelle occasionnellement, il y en a que ça va vraiment être tout le temps, il y en a que ça va vraiment être des phases dans leur vie pendant 2-3 ans, puis après ça, c'est correct. Fait que c'est quand même présent aussi ici, là, c'est pas juste dans les pays en voie de développement qui ont accès à l'eau potable. Puis là, dans le fond, est-ce que vous voulez me raconter la première fois où vous avez été en contact avec les menstruations ou que vous avez connu, c'était quoi? Est-ce que c'était quand vous étiez plus petit, à l'école? Vous vous en souvenez? Sauf que moi, j'étais super jeune. J'ai pas vraiment de souvenirs frappants de quand est-ce que j'ai découvert les menstruations. Ben, tant mieux, c'était ça quoi exactement, c'est ça, ouais. C'était sûrement... Ouais, je pense que c'était relativement normalisé. Tu sais, ma mère me demandait d'aller chercher des fois des produits menstruels à la pharmacie ou de les trouver dans la maison parce que là, elle les trouve pas, tu sais. Mais pour moi, c'était comme relativement normal. Je pense que le biais social est plus arrivé au secondaire. Parce que là, le renforcement d'une norme de genre hyper négative entre les stéréotypes d'être dans sa semaine, c'est vraiment là que c'est rentré. Puis après ça, les jeunes adolescents gars qui ont du dégoût par rapport à ça. Je pense que c'est là que les côtés vraiment péjoratifs puis négatifs sont embarqués. C'est plus tard. Puis pourtant, ça avait été bien normalisé dans mon foyer au primaire. Est-ce que tu te souviens, c'est à l'école on t'en a parlé? Non. Tu t'en souviens pas? Je m'en souviens. Tu t'en souviens que c'est ça, il y avait ce problème fait de sortir les garçons pour en parler aux filles? On allait aux mêmes écoles, fait que je sais pas à quel point c'était comme ça. Mais je me souviens qu'on en parlait très, très peu ou presque pas, tu sais, mais est-ce que garçons, en tout cas. Vous pensez que ce serait quelque chose qu'on devrait aborder à tout le monde? Oui. Tellement, ça passe par l'éducation, c'est sûr. C'est déjà peut-être qu'au secondaire, il y aurait eu moins de petites jokes par rapport à ça, là, si ça avait été amené. Je pense que la manière de communiquer l'information ou plutôt de ne pas la communiquer peut également avoir un impact. Là. Oui, le fait de ne pas la communiquer, justement, ça crée le tabou qui, après ça, crée une genre de passivité. Les personnes non menstruées qui... même nous, j'imagine. Même s'il n'y avait pas nécessairement le sexisme qui était embarqué là-dedans, cette passivité-là a mené qu'on s'y est intéressé relativement tard dans notre vie. Puis toi, Carl, te souviens-tu la première fois que tu as été en contact ou que tu as appris la connaissance? Ça ressemble beaucoup à... ça ressemble beaucoup à Tim. Là. Je pense que c'était pas comme un moment précis. Là. Je sais juste que... Toi aussi, dans ta famille, c'était accepté? Puis... Relativement, c'est ça. C'était pas comme un... je pense avec ma mère, c'était comme...
ça n'a jamais été comme trop... surtout quand j'étais plus jeune, on était proches, puis ça faisait partie comme de quand ça arrivait, puis ça m'en parlait, puis tout ça. Puis la seule affaire, je me souviens, c'était que... En fait, je sais même pas si c'est elle qui m'avait dit ça ou si c'était moi qui, enfant, avait mal compris. Là, elle disait qu'elle était menstruée, mais moi, je comprenais menstruée comme un monstre. J'étais comme, ouais, ça fait du sens, tu sais. Puis ça m'a pris comme un bon moment avant de réaliser que c'était pas de même que ça se disait. Là, ouais. Oh, mais c'est cute. Secondaire là, quand même, là, mais oui, effectivement. Heureusement, ça a changé. Là. Mais oui, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme. Puis après ça, genre, c'est pas. Je trouvais ça comme un peu. Tu sais, ma mère qui, justement, des fois, ça pouvait émotionnellement, ça pouvait avoir un impact. Puis là, c'est comme à gérer ça comme ça. Tu sais, je pense qu'elle en riait un peu avec moi. Puis ça, pour comme. C'est ça. Fait que c'était pour ça que je trouvais ça cocasse, mais tu sais, sinon, c'est ça, c'était vraiment comme ça. Il n'y a pas de moments marquants, là, je dirais là, que c'était comme que c'est arrivé et que je m'étais dit ah oui, là, c'est ça la menstruation. Ouais. Puis les personnes là, qui sont pas menstruées puis qui diraient ah, les menstruations, c'est juste une affaire de filles, qu'est-ce que vous leur diriez dans ces personnes-là? Non. Ben, je veux dire, je te laisse répondre plus en détail, là, mais non, je pense pas que c'est comme une affaire qui nous impacte. C'est pas parce que ça t'affecte pas toi directement que ça t'affecte pas. Ni comme, je pense pas que même si ça n'a pas à t'affecter directement ou indirectement, je pense que l'empathie, c'est la moindre des choses. Puis c'est réaliser que c'est un problème qui est pas les menstruations en tant que tel, là, mais que ça peut engendrer des problèmes, puis ça peut engendrer des difficultés, des inégalités, tout ça. Fait que c'est important de considérer ça si t'as de l'empathie. Au final, si t'as pas d'empathie, ben... Je pense qu'il y a d'autres problèmes aussi, là, mais dans le sens que, tu sais, c'est comme, c'est important, selon moi. Collectivement. Ben oui, collectivement. Puis après ça aussi, c'est ça, 100%. Oui, ça a un impact global qui va avoir un impact indirect d'une certaine façon si on est tous mieux avec ça. Là. Puis, c'est une question de solidarité un peu, mais au-delà de ça, je pense qu'on a la responsabilité dans nos cercles à nous, avec des personnes qui sont menstruées, surtout les hommes cis. Je pense qu'on a la responsabilité de normaliser le sujet puis de briser le tabou. Si ça va au-delà de, justement, là, évidemment, deux gars woke sur un podcast, probablement que je convaincrai personne, mais après ça, c'est au-delà de ça. C'est plus dans nos cercles sociaux que là, je peux voir la différence. Que, quand il y a des commentaires qui se font, de les adresser, d'essayer de normaliser la chose, puis de briser les tabous tranquillement pas vite, juste dans nos interactions normales quotidiennes. Mais c'est tellement bon là, ce que tu dis que, tu sais, oui, effectivement, les hommes cis, mais les hommes, les personnes qui sont pas menstruées en général, c'est important que ça implique dans la discussion parce que souvent, entre filles, on va être plus ouverte d'en parler. Puis là, c'est dès qu'il y a des personnes qui sont pas menstruées, qui sont là, que là, on fait... on fait attention à ce qu'on dit. Mais tandis que si le sujet, la normalisation vient de la part des gens qui n'ont pas de menstruation, ben là, peut-être que ça va justement aider à faire avancer les choses dans notre société. Puis c'est très bon point, Tim. Ouais. Très bon point. Tu sais, je pense aussi que, je pourrais acheter là-dessus un peu, là, mais en termes de passivité, je pense que la passivité de plusieurs hommes qui sont normalement... Tu sais, comme je pense pas qu'il y a comme un manque de conversation là-dessus, mais je pense que c'est juste l'incertitude aussi, là, de pas en parler. Au final, tu connais pas vraiment ça. Puis après ça, comment... Tu sais, ça a toujours été un... Mais c'est sûr que c'est comme... je sais pas comment dire. Mais de penser que c'est pas de tes affaires, c'est que t'es pas concerné. Puis, c'est risqué de se lancer dans quelque chose que, justement, qui peut être vraiment... Tu sais, même pour nous, là, ça nous a pris un petit moment là, avant de... juste la recherche sur le vocabulaire, comme que bien comprendre comment en parler sans comme... Il y a beaucoup de choses à considérer au final quand on parle de ça. Puis je pense que ça devient comme... très bloquant, là, si on veut, là, à moins de genre, dans notre cas, on s'est dit, bon, ben là, on se lance pour vrai, puis on va le faire, puis c'est comme, mais faut comme un peu piler sur son ego quasiment, de pas savoir ça, de pas connaître ça, puis de se lancer, de se mouiller au final. Ouais, puis je pense que comme d'en parler comme plus ouvertement de nous, sans que je pense qu'on ait un impact majoritaire comme énorme. C'est sûr qu'avec Caravelle, on peut en avoir un plus grand, mais au niveau personnel, d'être plus ouvert là-dessus, ça permet à d'autres personnes de se sentir à l'aise, de poser des questions, de comprendre, puis après, sans nécessairement en poser à nous, mais d'être plus ouverte quand c'est plus normalisé, justement parce que notre système d'éducation le normalise pas. Fait que, après ça, je pense que c'est pour ça que c'est important. Pas encore. Oui, c'est ça. Ouais, un jour, c'est sûr que pour l'instant. Oui, parce que là, même en 2024, là, j'entendais quelqu'un qui donne un atelier dans une classe, puis la professeure a tenu bon d'offrir aux garçons qui se sentiraient pas à l'aise de quitter le... Oui. Puis, tu sais, de poser la question ou d'offrir cette option-là, ben, des
gars qui normalement serait resté, ça dit oh non, peut-être que je devrais, ou tu sais, s'il y en a juste un ou deux qui s'en va, ben tu sais, t'as l'effet d'entraînement aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, mais je pense que vous avez eu le bon réflexe, là. C'est la première étape, c'est de juste s'informer. Puis après ça, ben, tu sais, le sujet devient collectif. Mais c'est ça, ouais. Ouais, anecdote, mais je me souviens quand on faisait nos premières publications sur Instagram, par rapport aux enjeux sur lesquels on s'intéresse, on designait un infographe par rapport justement à la précarité menstruelle pour parler un peu de notre engagement. Ouais. Puis dans un des infographes, je me souviens pas si c'était un tampon ou... On designait le logo sur notre info. Ouais, c'est une serviette. Puis là, on avait la question, attends, si on met du sang dessus, quelle couleur qu'on le met? Est-ce qu'on doit comme censurer ça? Les gens, sont-ils mal à l'aise par rapport à ça? Puis c'est là qu'il y a eu le petit flag dans notre tête de c'est nos propres biais puis préjugés par rapport à la situation qu'on avait encore de l'apprentissage à faire. Ouais. Finalement, la décision, ça a été de le mettre rouge puis de le représenter comme que c'est. Mais juste le fait qu'on se posait cette question-là, c'est... Ouais. Ben, justement, la première étape, c'est de le reconnaître qu'il y a un problème ou il y a quelque chose que, OK, on n'est pas ça. Ben, déjà, au lieu de juste faire abstraction, de dire, hey, non, on n'en mettra pas. Beaucoup, là, c'est balayé sous le tapis, là, ce genre de sujet-là. C'est moins populaire, tout ça. Donc, mais bravo d'avoir posé la question. Puis, tu sais, d'avoir été de l'avant là, avec ça. Puis, merci beaucoup pour ce que vous faites pour l'équité menstruelle. Je pense que vous avez des exemples à suivre. Puis, j'espère que vous allez en inspirer beaucoup d'autres. Mais c'est gentil. On n'est pas là pour les remerciements. Ouais, c'est vraiment plus dans le but de. Non, mais c'est ça, je pense que c'est comme. Ouais, c'est cool. Cool. Ben, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est super apprécié.